Bienvenue à tous, bienvenue dans l'entretien du jour. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir et de recevoir dans l'entretien du jour une politologue spécialiste des questions de sécurité, surtout au Sahel. Notre invitée est la présidente d'un think tank qui rassemble des spécialistes de la réforme des systèmes de sécurité. Niagale Bagayoko, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être qu'on devrait d'abord présenter à nos téléspectateurs votre think tank. Merci beaucoup pour votre invitation. L'African Security Sector Network, dont j'ai l'honneur d'assurer la présidence, s'occupe depuis 2003 de favoriser la réforme et la gouvernance démocratique des systèmes de sécurité. Ce qui signifie en réalité faire en sorte que la sphère exécutive et également, bien sûr, les forces de défense et de sécurité qu'elle a à son service soient soumis à un contrôle citoyen et à un contrôle des institutions de l'État de droit, qu'il s'agisse du Parlement, qu'il s'agisse des commissions nationales des droits humains ou qu'il s'agisse des cours des comptes. Ça fait combien d'années que vous faites ça maintenant ? Alors, je fais partie de l'African Security Sector Network depuis 2007. Oui. J'ai été membre de son comité exécutif jusqu'en 2018. J'ai été experte pour ce réseau dont le siège est basé à Accra. Et aujourd'hui, j'en assure la présidente en lien avec son secrétariat permanent. Avant d'évoquer la question pour laquelle je tenais absolument à vous faire venir dans cette émission, on va ouvrir une parenthèse parce que votre venue coïncide avec un événement au Niger. C'est l'enlèvement d'un humanitaire américain au Niger. La question qu'on se pose, c'est pourquoi ça ne s'arrête jamais ? Alors, selon mes informations, il ne s'agit pas véritablement d'un acteur humanitaire, mais plutôt du fils d'un missionnaire qui travaille également dans des activités rurales. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un enlèvement politique qui a été perpétré par des groupes djihadistes ou s'il s'agit d'un enlèvement crapuleux. Quoi qu'il en soit, ne serait-ce que les deux types d'acteurs que je viens de mentionner, qu'il s'agisse de groupes djihadistes, d'acteurs criminels, auxquels il faut également ajouter les groupes rebelles, les groupes d'autodéfense, les milices communautarisées, également certaines unités des forces armées. Toutes contribuent à entretenir un climat d'insécurité et de violence multiforme dont les premières victimes aujourd'hui sont les populations civiles. Quelles sont les raisons qui font qu'on n'arrive jamais à régler le problème sécuritaire ? Peut-être l'incurie, peut-être la corruption ? Alors, il y a bien entendu cette dimension de gouvernance à laquelle vous faites référence. Quand on voit les détournements qui ont eu lieu, qu'il se soit au Niger, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, dans le secteur de la défense, où des milliards de francs CFA ont été en effet détournés de leur objet initial, on voit très bien que dans un contexte de guerre, ce type de pratique ne peut que nuire à l'opérationnalité des forces et également au moral des troupes. Mais ça n'est pas le seul paramètre qui explique une difficulté à faire face au type d'insécurité à laquelle on a affaire aujourd'hui. Je pense qu'on fonctionne également sur des schémas stratégiques, opérationnels, tactiques qui ne sont pas nécessairement adaptés au type d'environnement, au type de conflictualité que l'on voit aujourd'hui. Beaucoup se réfèrent à la théorie de la contre-insurrection, d'autres se réfèrent à la théorie de la pénétration pacifique. De nombreuses approches sont encore fondées sur des affrontements interétatiques. Aujourd'hui, il y a vraiment besoin, selon moi, d'une approche véritablement africaine pour développer une perspective africaine sur ces problématiques sécuritaires. C'est très étonnant ce que vous dites, parce que est-ce qu'il peut y avoir objectivement entre nous une approche spécifique, on va dire africaine, dans une lutte qui semble être globale contre un mal qui semble global et planétaire?
Alors, je ne pense pas que l'approche doit être exclusivement africaine. L'approche ne peut être que faite de différents apports, qu'ils soient historiques, qu'ils soient institutionnels ou qu'ils soient contemporains. Cela dit, quand vous faites référence à une lutte globale, je pense qu'il est extrêmement important de voir les dynamiques très locales dans lesquelles s'ancre la violence aujourd'hui au Sahel. La problématique n'est plus celle des années 2010-2012 où les premiers groupes djihadistes venaient plutôt de l'extérieur de l'Algérie. Si on prend aujourd'hui le cas du Mali, le cas du JNIM, en français le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, il est avant tout composé de leaders et surtout de combattants qui sont maliens. Donc les dynamiques locales sont extrêmement importantes pour comprendre le type de conflit auquel on a affaire. D'où la nécessité de ne pas importer des solutions clés en main pour lutter contre un problème local. Il faut, bien entendu, se référer à des normes internationales, notamment en matière de respect des droits de l'homme ou en matière de respect de l'état de droit. Cela me paraît absolument essentiel. Mais comprendre avant tout le contexte local, ses spécificités, qu'elles soient sociétales, qu'elles soient sociales, qu'elles soient politiques, parce que les acteurs de conflits auxquels on a affaire, pour certains d'entre eux, sont des acteurs politiques. Ce ne sont pas uniquement des personnes qui perpètrent des attentats. Oui. D'ailleurs, certains utilisent une violence aveugle. C'est le cas notamment de la branche sahélienne de l'État islamique, de la province ouest-africaine. Mais d'autres ciblent explicitement les forces internationales ou les forces armées de ces pays-là, des pays sahéliens. Et donc, parce qu'ils veulent faire valoir des revendications d'ordre politique. Donc, il est aussi important d'avoir une approche politique du conflit. Très bien. On va ouvrir le chapitre sur la libération récente des otages ou l'échange de prisonniers, appelons-le comme on le veut. J'ai entendu le président burkinabé dire que ça a été un prix chèrement payé de libérer près de 200 personnes pour 4 otages. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est inédit, en tout cas, non pas un échange de prisonniers contre des otages, mais un échange contre un nombre aussi important de prisonniers. C'est une première, à ma connaissance, en Afrique. D'autre part, un certain nombre de personnes libérées ont joué un rôle actif dans des attentats spectaculaires ou jouent un rôle manifestement important en tant qu'artificier, par exemple, ou dans la chaîne logistique, ou tout simplement dans la planification de certaines actions. Donc évidemment, ça pose une grande question. Ça pose tout d'abord la question de leurs conditions d'interpellation, de leurs conditions de détention, de la procédure pénale qui aurait dû amener au jugement de certains d'entre eux, puisque tous n'avaient pas été jugés. Donc ça, c'est absolument essentiel. Et ça démontre aussi l'importance de la chaîne pénale aussi, au-delà du rôle des seuls acteurs militaires. Et juste pour terminer, bien entendu, ça pose la question de savoir s'il est possible aujourd'hui d'adopter une approche politique de ce conflit au Sahel, puisque cette approche aujourd'hui est essentiellement sécuritaire. Est-ce que ces libérations sont la première étape d'un processus de négociation plus large? C'est à mon avis la question qui se pose aujourd'hui. On va sauter à pieds joints sur le voyage de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères de France, qui était en visite au Mali ces jours-ci et qui avait dit il n'y aura pas de négociation avec les groupes armés djihadistes. C'est la déclaration qui a été faite par Jean-Yves Le Drian lors d'une conférence de presse à laquelle a également pris part le Premier ministre du Mali, M. Mokhtar Ouane, qui lui a répondu que cette question des négociations avait été décidée il y a d'ores et déjà un an, lors, non pas par le gouvernement, mais lors des assises très collégiales qui ont été tenues dans le cadre du dialogue national inclusif, dont les recommandations portaient notamment sur le fait d'engager des pourparlers avec 2 leaders, Yad Ghali et Amadou Koufa, qui sont à la tête du JNIM. On n'arrive pas à voir si c'est juste une position officielle, une posture, ou c'est une vraie conviction de la part du partenaire français.
Je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il est important aussi pour la France, mais comme pour tous les acteurs, de ne pas considérer que l'État est forcément totalement unitaire sur cette question-là. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense qu'il y a des débats aujourd'hui en interne. Il y a quelques petits signaux qui laissent entendre qu'une possible inflexion, si ce n'est ouverture, pour tolérer des pourparlers, pourrait être tentée. Mais on voit par ailleurs... C'est une approche qui pourrait aboutir à quelque chose, à une paix durable, ne serait-ce que cela. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant qu'un État comme le Mali et peut-être d'autres partenaires internationaux qui ne disent pas forcément leur nom s'impliquent dans un accord de paix avec des gens qui ont fait autant de mal à des populations? Alors, c'est malheureusement l'histoire des guerres. Les guerres finissent toujours par des accords. La plupart des guerres qui se sont conclues l'ont été par des accords. On a l'exemple très récent de ce qui s'est produit en Afghanistan, quand même. Un conflit meurtrier s'il en est. Conflit dans lequel des moyens massifs ont été mobilisés par la communauté internationale, à commencer par les États-Unis, qui ont finalement décidé de négocier avec les acteurs locaux, à savoir les talibans. Quand je lis entre les lignes, je me dis que c'est une approche qui vous plaît, vous. Qu'on puisse discuter avec les gens et peut-être aboutir à un accord. La question est, à mon avis, de savoir sur quoi on va discuter. La question, ce n'est pas de savoir si on discute dans l'absolu. La question est de savoir quels sont les points sur lesquels il est possible de discuter pour que... On vous demande votre expertise. Qu'est-ce que vous préconisez? Pour moi, le point majeur est de savoir comment améliorer la situation des populations civiles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'une manière générale, l'objectif sécuritaire fixé est de lutter contre les groupes armés terroristes. Moi, à titre personnel et très humblement, puisque c'est compliqué pour tout le monde, j'aimerais que l'objectif stratégique soit de placer la protection des populations au cœur de l'approche. Et dans ce cadre-là, effectivement, il est intéressant de s'interroger sur la question de savoir si des espaces de négociation sont possibles. À mon avis, ce ne sera pas immédiatement un accord global, il paraît difficile. La première condition qui est posée, notamment par Yadek Ghali, peut-être la seule d'ailleurs à ce stade, est celle du départ des troupes françaises. Mais aujourd'hui, il faut se rendre compte que sur le terrain, il y a des petits espaces de gouvernance qui ont émergé, où les djihadistes essaient également de s'impliquer dans les querelles intercommunautaires. Je pense qu'il ne faut pas considérer le règlement de ces négociations uniquement à travers le rôle de ces groupes djihadistes, mais de prendre en considération l'ensemble des groupes armés et de ces acteurs qui sont extrêmement nombreux. Il ne s'agit pas de céder, bien entendu, sur tout, mais en tout cas de discuter pour qu'au moins, dans certaines parties du territoire, les populations soient davantage sécurisées, ne soient plus soumises à la violence des groupes criminels, des milices communautarisées et des autres acteurs, me paraît effectivement une solution qu'il ne convient pas de négliger. On va résumer notre pensée pour que ceux qui nous écoutent comprennent de quoi nous parlons. Nous parlons de la sécurité en Afrique, nous parlons des moyens de trouver une paix durable sur le continent et des approches novatrices, évidemment, parce qu'on se dit que vous nous dites, pas moi, mais vous nous dites qu'il y a toujours moyen de trouver d'autres solutions que d'importer juste une solution déjà toute faite. Il faut aussi s'intéresser aux histoires locales dans ces pays qui sont confrontés à la lutte contre le terrorisme. On va vers la fin de notre entretien. J'aimerais qu'on s'attarde 2 minutes encore sur quelques questions qui étaient importantes pour nous. Je me disais que, au fond, la lutte contre le terrorisme est une bulle que tous ceux qui sont impliqués dans cette lutte essayent d'entretenir. C'est une vue de l'esprit ou c'est une vérité? Si je puis me permettre d'être un tout petit peu provocatrice avec vous, vous-même, vous continuez à axer votre lecture sur la lutte antiterroriste. Oui. Ça fait partie du paysage, mais j'espère avoir réussi à démontrer durant l'entretien que ça n'est pas le seul paramètre de cet environnement stratégique. Donc déjà, se rendre compte de sa complexité et prendre en considération l'ensemble de
ces acteurs, ça me paraît essentiel. Maintenant, il ne s'agit pas de nier que la question du terrorisme et du djihadisme se pose de manière croissante sur le continent. On parle aujourd'hui du Sahel, on voit très bien ce qui se passe à l'est de la RDC et au Mozambique, où en effet des acteurs qui se réclament notamment de l'État islamique progressent. Mais il faut aussi s'interroger sur les racines de cette progression et sur la remise en cause profonde, à mon avis, du modèle d'État promu aujourd'hui, dont on veut favoriser le rétablissement, alors qu'il est considéré majoritairement par les populations comme ayant failli en termes de démocratisation, en termes d'éducation, en termes d'urbanisation, en termes de décentralisation. Et aujourd'hui, il me semble que ce qui est vraiment mis à mal et ce sur quoi il faut travailler, c'est sur la restauration du contrat social, notamment entre les communautés. Vous qui monographiez la paix, la sécurité, l'insécurité sur le continent, vous avez vu que sur toute la bande ouest africaine en ce moment, il y a de fortes tensions. Est-ce qu'il y a un risque d'implosion, d'explosion dans les semaines, les mois à venir, par exemple ? Oui, mais merci beaucoup de me poser cette question, puisqu'en effet, les crises de gouvernance à laquelle je fais référence se manifestent avant tout au niveau politique, comme on le voit avec cette question des troisièmes mandats qui se sont posés récemment en Guinée et en Côte d'Ivoire. Alors la Guinée, pour l'instant, n'a pas explosé, mais c'est un pays qui est assez résilient, puisque même à l'époque des guerres du Libéria, de Sierra Leone, l'explosion de la Guinée a toujours été annoncée sans jamais survenir. Donc que va-t-il advenir, je ne sais pas. Mais il y a bien entendu le cas de la Côte d'Ivoire qui est très proche en termes d'échéance électorale et où en effet la question du troisième mandat d'Alassane Ouattara risque de raviver des tensions, voire des affrontements qui ne sont absolument pas lointains puisqu'ils datent seulement de 2011. Et on sait également, pour en revenir par ailleurs à la problématique terroriste, que la frontière ivoirienne est fragilisée, puisqu'il y a une attaque au mois de juin à Kafolo, où les forces armées ivoiriennes ont été prises pour cible. Donc ajouter une crise politique à un début de crise sécuritaire, c'est particulièrement périlleux. Malheureusement, on est au terme de cet entretien. Juste une dernière question. On va peut-être se quitter sur une note d'espoir. Rassurez-moi, un jour, la paix, la sécurité pourrait arriver sur le continent. La paix et la sécurité sont déjà sur le continent, dans de nombreuses parties du continent. Je pense qu'il faut s'intéresser aussi à ces parties plus au sud, sans doute, où certains pays, comme par exemple le Ghana, que je connais bien, puisque c'est là que l'African Security Sector Network dispose de son siège, il y a des pays qui sont en paix, qui font des progrès, et en effet, c'est important de s'y intéresser également. Niangale Bagayoko, merci. Merci à vous. Politologue, évidemment, et vous êtes spécialiste de questions de sécurité, surtout du Sahel. Merci infiniment d'être venu. Vous êtes président du think tank qui rassemble des spécialistes de la réforme des systèmes de sécurité. C'est ça, Absolument. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes, évidemment sur Télé Sud.